Salut les geeks. Salut les geekettes. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Nous allons voir la critique de la légende de Spyro, Naissance d'un dragon. La minute du geek, comment Donjons et Dragons a changé la face du rock. Le Tokyo Café. Et tout de suite, nous regardons les news. On connaît enfin la date de sortie précise pour l'Europe des versions console de Street Fighter 4. Disponible le 17 février 2009 aux États-Unis, le jeu arrivera à peine 3 jours plus tard, le 20 donc, en France. Cette annonce ne vaut toutefois que pour les sorties sur PS3 et Xbox 360. Les joueurs PC resteront donc pour le moment dans l'incertitude. Afin de patienter, voici quelques images de Seth et Gouken, deux boss qui, on vient de l'apprendre, seront jouables dans les versions console et PC. Rappelons qu'en arcade, on pouvait déjà les affronter mais pas les incarner. La série Metal Slug tient une place à part dans le cœur des amateurs de 2D. Sortie en arcade en 1996 avant d'être portée par son développeur SNK sur Neo Geo CD et Neo Geo, cette série a rapidement obtenu un statut culte. Les raisons de ce succès sont nombreuses. Pour commencer, cette série, ou du moins ses 3 premiers volets, sont une ode hallucinante à l'esthétique 2D pixel. Grand maître de la 2D, SNK a sans doute développé avec Metal Slug 2 le plus beau jeu 2D de tous les temps. Avec ses backgrounds grouillants de détails, ses sprites animés avec amour et humour. L'incroyable richesse visuelle de la série est à elle seule garante de son statut culte. Si on ajoute à cela un gameplay aux petits oignons, un mode de joueur et une rareté liée à l'élitisme de la Neo Geo, la Rolls des consoles de l'époque, le nom Metal Slug possède une résonance unique aux oreilles des gamers. Autant dire que la sortie d'un nouveau Metal Slug, ici le 7e de la saga, ne pouvait passer inaperçue. Second volet de la saga sur une console portable Nintendo, après le sympathique Metal Slug Advance sorti en 2004 sur GBA, Metal Slug 7 marque les premiers pas de la série sur DS. Alors bien sûr, on sait que depuis la banqueroute de SNK en 2001 et ses multiples changements de propriétaires, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient à la grande époque de la Neo Geo, et les différentes séries du développeur japonais s'en sont ressenties. Metal Slug 4 a ainsi été développé par un autre studio, et globalement, depuis Metal Slug 3, la série n'a fait que survivre à sa propre légende. Mais les bases de celle-ci sont si solides qu'au final, on prend toujours du plaisir à jouer, que ce soit par pure nostalgie ou non. Ce Metal Slug 7 sur DS souffre ainsi d'un manque flagrant de variété au niveau des décors. Ses couleurs sont ternes, il ne propose pas de mode de joueur, et ses clins d'œil aux épisodes originels ne font que témoigner du gouffre qui sépare ce Metal Slug 7 de la folie furieuse d'un Metal Slug 2, infesté de zombies vomissants, de camel tanks et autres extraterrestres engoncés dans leur soucoupe volante. Et pourtant, le jeu s'avère plutôt fun à jouer. Si de nombreuses armes plus puissantes peuvent toujours être collectées en cours de niveau, il est possible de jongler entre 2 d'entre elles. Des coups spéciaux propres à certains personnages peuvent être réalisés au corps à corps. De nouveaux personnages ont été ajoutés et les 6 mercenaires sélectionnables proposent tous un profil unique ayant des répercussions dans le jeu. Marco est ainsi 2 fois plus rapide au pistolet et peut attaquer par salve, tandis que l'arme de départ de Fio est une mitrailleuse lourde et qu'elle reçoit 50% de munitions et d'équipements en plus des autres. Ce Metal Slug 7 est aussi l'épisode du grand retour de l'école de combat, qui permet de relever des mini-défis et ainsi de gagner du grade tout en séduisant une accorte jeune femme en uniforme. Ces défis sont plutôt variés et permettent de refaire les niveaux en se fixant un certain objectif, comme sauver tous les prisonniers ou en s'amusant avec des ballons. Ils reprennent ainsi souvent les niveaux du jeu mais en modifient parfois le gameplay. Malgré la légère mais persistante impression d'avoir affaire à un Metal Slug Light, pour qui aura joué aux versions Neo Geo de l'époque, cet épisode DS fonctionne malgré tout. Il amusera les néophytes qui apprécieront le look cartoon du jeu sans souffrir du souvenir marquant des épisodes précédents. Il satisfera les fans en manque de 2D par ses nombreuses innovations, son orientation scoring et sa difficulté de super player. Finalement, il ne manque à ce Metal Slug 7 que la créativité débridée et le brin de folie qui faisait le charme des premiers Metal Slug.
Il ne nous reste plus qu'à espérer que le prochain volet fasse l'objet du même investissement que le prochain King of Fighters 12 pour sortir un jour sur console next-gen. Quand je vois des news comme ça, j'ai envie de leur tirer mon chapeau. Et quand je vois que la critique, c'est Spyro, je me mets mes lunettes. Spyro le Dragon fait partie des héros de l'ère PlayStation. Un héros avait fort à faire pour démontrer qu'avec seulement 32 bits, on pouvait avoir des jeux de plateforme capables de rivaliser avec le maître étalon de l'époque, Super Mario 64. Depuis, le petit dragon violet a fait du chemin et a su évoluer au gré des épisodes. Et pour sa dernière aventure sur PlayStation 3 et Xbox 360, c'est à un studio français qu'incombait la tâche de le réaliser. Le studio Étrange Libellule, à qui l'on doit entre autres Astérix XXL, a été réquisitionné pour donner à la licence une patine next-gen et un aspect plus mature. Alors, peut-on désormais prendre Spyro au sérieux ? Spyro et Cinder sont enfermés dans un cristal depuis leur dernière aventure. Le temps passe sans qu'ils n'érodent la roche translucide. Pourtant, une nuit, des ombres s'approchent pour libérer les deux dragons. Elles forcent la pierre précieuse pour libérer les animaux merveilleux. Mais malgré le brouhaha environnant, ils restent plongés dans un profond sommeil. Les mystérieux êtres des ténèbres en profitent pour placer un carcan magique entre les deux prisonniers. Ouvre les yeux! Quand ils se réveillent, sans comprendre ni comment ni pourquoi, ils se retrouvent dans une grotte, ou plutôt une sorte de crypte gigantesque. Je ne sais pas. Tout est brouillé. À peine le temps de retrouver leurs esprits et de voir que l'un est scellé à l'autre, que des créatures hideuses passent à l'attaque. Il en faut davantage à nos deux héros pour se laisser abattre, et ils engagent le combat pour en découdre avec les monstres. Mais lorsque le dernier de ces monstres est défait, un golem de feu géant les attaque à son tour. Bien décidés à se débarrasser du titan, les ennemis d'hier, Spyro et Cinder, sont obligés de s'associer pour s'en sortir. Mais alors que tout semblait perdu, une flèche est décochée de l'obscurité pour achever le géant. Elle est décochée par le chasseur qui veille sur Spyro depuis qu'il sommeille. Et pendant ce repos de 3 ans, il s'en est passé des choses. C'est ce que vont découvrir nos compagnons. Spyro, tu es vivant! Spyro est un jeu de plateforme 3D, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est quand même beaucoup plus orienté action que ses petits camarades. S'il reprend en gros les fondamentaux des épisodes précédents, il apporte son lot de nouveautés et pas des moindres. La plus grosse est le jeu en coop. Je vous attends en haut de la colline. Le jeu est effectivement jouable à deux à tout moment, un peu à la manière des jeux estampillés Lego. Il suffit qu'un camarade prenne la manette pour jouer et quand il en a marre, il peut s'en aller sans que l'aventure ne soit altérée. Le mode de joueur est néanmoins soumis à certaines contraintes. Ainsi, les deux dragons ne peuvent pas trop s'éloigner l'un de l'autre, car un lien magique les relie. Ce système fait tout de suite penser à Chaotix, sur la Feu 32X, où deux joueurs étaient liés par un ring magique. Si l'on joue en solo, on peut alterner entre les deux héros à tout moment. Le jeu mise également encore plus sur l'action, voire même sur la baston, car chaque coup donné consécutivement enclenche une jauge de combo. Et là, à deux joueurs, c'est un peu la course à celui qui castagne le plus. Pour attaquer, il y a plusieurs possibilités. Les coups normaux, les coups forts, les chops et la magie. Un peu à l'instar des jeux de combat, des combinaisons de boutons permettent de créer des coups spéciaux. Et c'est ça qui fait la différence lors de mêlées. La magie s'avère souvent plus efficace que les coups, mais consomme de la mana.
Spyro peut maîtriser les éléments, comme le feu, qui lui permet en un souffle dévastateur de tout brûler sur son passage. Ce sort permet également de carboniser des ronces ou du bois afin de se frayer un passage. L'élémentaire confère à Spyro un pouvoir défensif énorme. L'électricité permet de tenir à distance les ennemis tout en les affectant. Il sera même possible que cette magie serve de source d'énergie pour activer certains mécanismes. La glace immobilise tout simplement les ennemis. Cinder ne dispose pas du tout des mêmes pouvoirs. Elle maîtrise le venin qui entame la vie des ennemis à petit feu. Elle peut également contrôler le vent pour faire valdinguer ses opposants, déplacer des objets ou encore utiliser des instruments à vent. Les ténèbres lui permettent les pires fourberies. Cinder plonge en effet dans l'obscurité pour laisser l'ennemi complètement dubitatif. La peur fait battre en retraite le plus coriace des adversaires. C'est surtout au niveau de ces magies que les différences entre Spyro et Cinder se font sentir, et celles-ci décideront de la préférence des joueurs pour l'un ou l'autre. Il est possible de renforcer ses pouvoirs en payant avec des gemmes bleues, l'accroissement de ces magies déterminant le niveau d'un dragon. Il existe également des gemmes rouges qui redonnent de la santé ou des vertes qui revigorent la mana. Le joueur peut aussi trouver au fil de sa quête des éléments d'armure aux capacités très utiles, regain de vie, renforcement et autres joyeusetés. Spyro et Cinder ont également la possibilité d'utiliser leurs ailes pour voler. Si au départ une impression de liberté se dégage de cette fonctionnalité, elle devient vite assez frustrante. En effet, le contrôle se fait assez étrangement, et on a souvent tendance à vouloir inverser l'axe de montée ou de descente alors que ce n'est pas nécessaire. De plus, il arrive assez fréquemment que l'on gagne de l'altitude pour redescendre aussi sec. On a déjà subi les frustrations des murs invisibles dans les jeux en 3D, alors si c'est pour apporter des plafonds invisibles, ce n'était vraiment pas la peine. On a en effet parfois l'impression de pouvoir atteindre certaines zones, mais les level designers contraignent le joueur à utiliser d'autres moyens d'y accéder sans raison logique. Si on ajoute à cela l'absence de carte ou de boussole pour se repérer, un petit vol de routine peut vite tourner au remake de Lost. Ce qui est quand même assez malheureux dans ce genre de production. Le jeu ne chamboule pas la formule qui a marché jusque-là, il l'actualise, en mettant par exemple à disposition des joueurs un mode coop sans qu'il ne soit contraignant. Par contre, la course à l'échalote est un peu poussée à son paroxysme. Par exemple, pour sauver quelqu'un qui s'est blessé, il faut trouver un radeau. Mais le radeau fonctionne avec des poids que seul un ermite possède. Et pour le trouver, il faut activer 4 moulins à vent pouvant moudre du grain. Une fois le grain moulu, il faut le vendre à Tata Gilberte qui est partie au marché et qui n'ouvre que tous les 4 vendredis du mois et patati et patata. Ça devient trop vite lourd tout ça. Les mondes sont aussi très vastes, voire même un peu trop. Car pour trouver un ermite qui se cache sur l'équivalent de la surface de la Lune, ce n'est pas évident. Mais à part ça, il est très bien réalisé. Le passage entre les cinématiques et le jeu se fait ainsi très discrètement. L'esthétisme général est une pure merveille, même si le design de Spyro, sans être moche, est vraiment étrange. On comprend qu'il n'a pas dû être facile de vieillir et de durcir un personnage aussi cartoon, mais du coup, il a un peu l'air mal dégrossi. La version testée l'a été sur une PlayStation 3 de test, et sans vraiment comprendre pourquoi, le jeu ne passe qu'en 4/3, ce qui explique pourquoi la capture a été faite dans ce format. On ne peut pas dire si la version boîte sera également allergique au 16/9, car nous n'avons pas pu mettre la main dessus à temps. La version Xbox 360, quant à elle, n'a pas rencontré ce type de problème. Spyro est donc avant tout un jeu familial, avec un petit goût d'aventure, et c'est tout à fait le genre de cadeau qui fera plaisir en ces périodes de fête. Comme quoi, les cadeaux de mamie ne sont pas toujours pourris. Oui, effectivement, les dragons sont flamboyants. Ils brillent de 1000 feux sur leur tas de pièces d'or. On les connaît, ils sont comme ça les dragons, avec leur or. D'ailleurs, Donjons et Dragons ne s'y est pas trompé. Le roc non plus ne s'y est pas trompé. Et quand je vois le roc, je remets mon chapeau. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Eh ben, Double Dragon. Eh ben, Ouais. ça a inspiré des tonnes de groupes de rock. Ah ouais?
Double Dragon! Double Dragon! Objection! À l'origine, il y avait Jeff Perren et Gary Gygax. En 1971, ils inventent Chainmail, un système de règles pour rejouer les batailles du Seigneur des Anneaux avec des figurines de plomb, sans se douter qu'ils viennent de poser la première pierre du premier jeu de rôle non thérapeutique, Dungeons and Dragons. Donjons et Dragons est sans doute le jeu de rôle le plus célèbre dans le monde. Et sans D&D, pas de Warhammer, pas de Warcraft. Toute une génération a été marquée par Dungeons and Dragons, et à travers lui, on découvert la littérature de fantasy. Et figurez-vous que ça incluait des musiciens. Nous étions alors dans les années 70, et l'impact de D&D va se ressentir dans les noms des groupes qui émergent alors. La légende du métal Dio, je parle de Ronnie James Dio, pas du groupe japonais qui a repris le nom en douce, a commencé dans un groupe nommé Elf. Les Grateful Dead ont d'abord porté le nom de Warlocks, qui est également le nom du groupe où jouaient Frank Bird et Dusty Hill avant de former ZZ Top avec Billy Gibbons. Ensuite, les chansons elles-mêmes véhiculent le thème de la fantasy. Le premier tube de Black Sabbath, après leur chanson éponyme, se nommait The Wizard, le magicien. Rainbow, groupe dans lequel on retrouvait Ronnie Dio et le guitariste de Deep Purple Ritchie Blackmore, avait une chanson nommée Man on the Silver Mountain, l'homme sur la montagne d'argent. Je pense que tout est dit. Deep Purple, puisqu'on en parle, avait une chanson nommée Stormbringer, le nom de l'épée maléfique dans Elric de Michael Moorcock. Musicien à ses heures perdues, Moorcock contribua d'ailleurs au groupe Blue Oyster Cult les paroles de la chanson Black Blade. Plus récemment, un morceau comme Knights of Sidonia de Muse prouve que la fantasy continue d'inspirer les rockers. Un style musical, né à la même période que le jeu de rôle, fut particulièrement inspiré par Donjons et Dragons, le hard rock. Ainsi, dans leur tournée des années 80, Dio et son groupe avaient un dragon animatronique sur la scène, qui marchait une fois sur deux, mais bref. Habillés comme des barbares médiévaux, les musiciens de métal semblaient biclassés, bards et guerriers. Et si vous ne me croyez toujours pas, demandez-vous d'où vient le surnom que l'on donne aux guitares, un instrument que l'on surnomme souvent une hache. Merde, j'étais comment sur le plateau d'avant? J'avais les lunettes, c'était le chapeau? Je sais plus, de toute façon ça change pas grand chose. Hein. Ça fait plaisir, on voit qu'il y en a qui suivent. Hein. Merci. C'était peut-être Gilbert Montagnier avant, je sais plus. D'accord, bravo. Mais comment je fais après pour mon raccord? Parce qu'avec le Tokyo Café, moi j'avais prévu, tu vois, j'enlevais tout, puis lentement comme ça, je dégrafe mes boutons. Ah, Oh non. si. Non, non. Oh si. Oh non, non, non. Oh. Why not? Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日は10月31日ハロウィーンの日です。さあ、私がここに何やってるかと言いますと、なんと今前座アシッドフレーバーの前座をやってるんですけども、私は楽屋に潜入したいと思います。こっちになんとアシッドフレーバーの楽屋に私はお邪魔しますよ。ほら、いらっしゃいませ。ちょっとじゃあ、はい、ちょっとごめんなさいね。なんか本当にね、ここね、本当に今いきなりコンサートやってるもう直前なので忙しいんですけど、今何やってらっしゃるんですか？見ての通りネクタイを巻いておりますけども、はい。アシッドフレーバーギタリストのりょうさんです。はい、りょうです。どうもありがとう、久しぶりだね。こんばんは。自己紹介お願いします。どうもアシッドフレーバーベースのていです。よろしくお願いします。あれ、ていさんとりょうさんしかいらっしゃいませんね。他の皆さんなんてね。もう調べてなくて、どこにいるの本当？私一応ね、アシッドフレーバーさんにですね、差し入れをなんと持ってきたんですよ。これにちゃんとね、ハロウィーンの方がちょっとハロウィーン見てみてください。フランスっぽいものに入れてきた。ていさんイエーイチョコラでも 99%。 99% 持ってきました。これすごい。なんでこれなんと、グリコキーのフランス語版ポキっていうんです。マジですか？これね、そう、フランスのレグリスっていうなんかね、ミントっぽいんだけどちょっと嫌な味の。嫌だって今言いましたよね。結構罰ゲーちょっと罰ゲーかな、どうかな。あとね、これね、フランスのいやー、これ何これ一気飲み？暗いいいなこれ。ダークドラッグ。あ、じゃあぶっちゃけ俺エナジードリンク大好きなの。本当ですか？なんかいらっしゃいますよ。リアルな感じで、こんばんは。お紹介お願いします。アシッドフレーバーボーカルしげるです。何急にキューです。どうもノーライフです。テレビチャンネルです。こんばんは。はい、ドラムのタイジュです。
です。どうぞどうぞ。今日のコンサートの意気込みは？そうですね、とりあえずパリジェンヌたちがいっぱいいますので、メロメロにしていきたいと思います。私もメロメロ黙っちゃったよ。めいちゃん、どうですか、もうこの間いらっしゃってすぐにまた来仏ですけれども、これはどういうふうに決まったんですか？これはレオニーさん。いや、これはなんかなんだっけ、ジャパンエキスポで、まあだいぶ人気があったことを踏まえて、今回はちょっとじゃあ長いツアーをしようっていう話をしてて、実は本当は昨日ドイツでやる予定だったんですけど、ちょっとマイナートラブルがあってできなくて、ってことは今日が初演なわけでいいものになるんじゃないかなって、31日一番ベストは出せる気がします。楽しみ。でもこれね、みんなもこのままステージ見てもらいますからね。前座のバンドが終わったみたいですね。聞きました。アシッドフレーバー名前呼ばれましたよ。アシッドフレーバーのステージでこれから始まります。楽しみ。かわいいって言われた。かわいい。あなたもかわいい。面白いですね。カメラ吹けるとキャーって言いますよ。今みんな好きですか？向けるとキャー。外れると静か。向けるとちょっと面白いですね。10月31日ツアーの一発目、思い切っていきましょう。アシッドフレーバーイザーシェイ行ってきます。行ってくる。行ってくるぜ。行ってきます。まあこういう時に人気者は最後に行くもんでございますね。まだまだ僕が行く時間じゃないですね。もうちょっと様子を伺ってからね。遅れて現れる。そうです。じゃあそろそろかなと思いますので行ってきます。しかも今回のライブ特徴的なのが、なんと写真を撮ってもいいというお撮り出しをがあって、これはファンにはたまらないですよ。私も撮りまくり。ということで、アシッドフレーバーライブ潜入取材いかがだったでしょうか。もうね、素敵なステージでしたね。またこれからも2回もういっぱいフランスに来てくれることを祈って、ふむねコンブブレ。Déjà la fin de ce 100%. Ça passe décidément trop vite le mercredi. Hein. Alors ce que je fais, je remets mon chapeau, je remets mes lunettes et tel un clown malheureux de solitude, je rentre enlever mes cils et mes cheveux et mes dents. Je vous fais des bisous à tous. Bonne nuit, bonne soirée, bon week-end.